Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc on a vu que pour une supernova, le cœur était fortement comprimé, pouvait donner une étoile à neutrons, mais si la masse de l'étoile est suffisante, une grosse étoile, alors la masse du cœur peut dépasser la limite de Oppenheimer-Volkoff. Dans ce cas-là, on obtient surtout des quarks libres qui n'offrent plus de résistance et plus rien ne peut empêcher l'effondrement du cœur sans limite. À ce moment-là, le rayon de ce qui reste de l'étoile, le cœur, diminue indéfiniment, sa densité augmente indéfiniment et sa gravité augmente sans limite. Au-delà d'un certain seuil, plus rien ne peut s'échapper, tellement la gravité devient forte. Même la lumière reste coincée. On a ce qu'on appelle la formation d'un horizon des événements. En fait, ce n'est pas un milieu matériel, c'est un lieu géométrique, une zone dans laquelle toute matière qui est passée sous l'horizon ne peut plus sortir, ni matière, ni lumière, ni signal, ni quoi que ce soit. La taille de l'horizon, appelée aussi rayon de Schwarzschild, est proportionnelle à la masse de ce qui est obtenu et qui est appelé un trou noir. Sous l'horizon, la matière continue de s'effondrer jusqu'à atteindre une taille presque nulle. En fait, arrivé à cette taille-là, les densités sont si énormes, les températures si grandes, que les lois physiques que nous connaissons ne sont plus valables. Dans cette petite taille, des milliards de tonnes concentrées dans des millièmes de millimètres, nos lois physiques ne sont plus bonnes. Il nous faudrait une théorie qui peut marier la gravitation, la relativité générale, avec la physique quantique. Et ça, nous n'en avons pas. Ou plutôt, nous en avons plusieurs. La théorie des cordes, la théorie des boucles, etc. Et d'autres, des tas de variantes, des tas de possibilités. Et simplement, on ne sait pas laquelle est bonne. Ces théories ne sont pas matures et elles ne sont pas validées par l'expérience ou l'observation. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe à ce niveau-là, si ce n'est qu'il y a un consensus pour dire que ça n'atteint pas zéro. La taille atteint une taille minimale, extrêmement petite, avec une densité fabuleuse, une température fabuleuse. Mais, donc, on sait au moins que la matière va se comprimer dans un tout petit volume. Ce petit volume a des milliards de tonnes et des milliards de degrés. Et entre l'horizon des événements et ce centre, ce que l'on a, c'est essentiellement du vide. Donc un trou noir, c'est essentiellement vide, sauf matière qui continuerait à tomber dans le trou noir, bien entendu, qui passerait l'horizon et qui tomberait vers le centre. La matière qui tombe dans ce trou noir, vers ce point central, est appelée singularité centrale. En fait, ce n'est pas une singularité, comme on vient de le dire, mais pour la relativité générale, au moins dans ce modèle théorique, c'est effectivement un point, une singularité. Sous-entendu, pas tout à fait une singularité, très petit. Cette idée d'un corps si dense, si massif, que la lumière ne peut s'échapper, est en fait assez ancienne. Déjà, Laplace, à peu près à l'époque de Newton, avait considéré le concept de corps sombre. Un corps si massif que la lumière, considérée à l'époque de Newton comme des petits corpuscules obéissant aux lois de la balistique, comme des balles ou comme des roches, n'importe quoi, même la lumière n'aurait pu s'échapper. Pour tout corps, on a ce qu'on appelle la vitesse d'évasion. La vitesse d'évasion, c'est la vitesse à laquelle il faudrait jeter un corps vers le haut pour qu'il s'échappe à l'infini. Donc il échappe à la gravité du corps. Par exemple, sur Terre, la vitesse d'évasion est de 11 km par seconde, ce qui est beaucoup. Et si vous pouviez jeter une pierre
avec une vitesse de 11 km par seconde, en négligeant les frottements de l'air, la pierre échapperait à la gravité terrestre et filerait dans l'espace vers l'infini. Donc, si un corps ne peut s'échapper à une vitesse égale à la vitesse d'évasion, il monte, est attiré par le corps massif, ralentit, s'arrête et retombe, comme une pierre normale lancée avec une force humaine. Donc, si la vitesse d'évasion devient supérieure à la vitesse de la lumière, à ce moment-là, même la lumière ne peut s'échapper. Elle monte et puis retombe. D'où le fait que le corps doit être sombre. Ici, la gravité d'un trou noir est particulièrement élevée. Elle est énorme, elle est gigantesque. Tellement extrême qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la relativité générale. La description du corps doit forcément faire appel à la relativité générale. En relativité générale, la gravité n'est pas une force. On a vu, les corps libres de force suivent les géodésiques des trajectoires dites de chute libre. Et les corps sont déviés par les corps massifs, comme le Soleil, simplement parce qu'ils suivent des géodésiques d'un espace-temps qui est déformé par la masse du Soleil ou de tout corps. Et donc ici, on ne peut pas parler de lumière qui monterait, qui descendrait. Un trou noir est une situation extrême, tellement extrême que l'espace-temps est tellement déformé qu'au niveau de l'horizon, toute trajectoire, que ce soit des géodésiques ou des trajectoires dites de type temps, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement des géodésiques parce qu'il y a une force appliquée, par exemple une fusée avec son réacteur. Toute trajectoire est forcément entrante. Elle passe de l'extérieur vers l'intérieur du trou noir. Il n'existe pas de chemin de trajectoire sortante. Difficile, évidemment, d'imaginer un tel espace-temps à ce point déformé. Notons que, dans ce cas-là, il est faux de dire que la lumière retombe, qu'elle monte et qu'elle retombe. Simplement, tout tombe. Tout est entrant dans le trou noir. Il n'existe que des trajectoires vers l'intérieur et tout va vers le centre. Donc même sous l'horizon, il n'y a pas de trajectoire qui remonte, toutes les trajectoires vont vers le centre. C'est très contre-intuitif. Comment imaginer qu'il n'y a pas de chemin, de trajectoire, alors de l'intérieur vers l'extérieur, à condition d'avoir une vitesse suffisante? Eh bien non, l'espace-temps est si déformé que ce n'est pas possible. C'est donc très très contre-intuitif. L'horizon des événements constitue une coupure causale entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que l'horizon coupe l'univers en deux. L'intérieur du trou noir et l'extérieur du trou noir. Sans relation autre que ce qui tombe dans le trou noir. Une phrase comme « J'observe le trou noir et pendant ce temps, la matière qui est à l'intérieur s'effondre. » Eh bien, une telle phrase n'a pas de sens. En fait, ce qui n'a pas de sens, c'est le terme « pendant ce temps ». Je peux dire qu'à l'extérieur, j'observe le trou noir, je peux dire que dans le trou noir, la matière s'effondre, mais je ne peux pas dire « pendant que j'observe ». Pourquoi ? Parce qu'il faudrait pour ça faire correspondre les instants qui sont les miens aux instants de la matière à l'intérieur du trou noir. Il faudrait pouvoir, en quelque sorte, synchroniser les horloges de cette matière et mon horloge. Et comme rien ne peut sortir de l'horizon, il n'y a aucun moyen de synchroniser les horloges. La méthode de la relativité générale ne marche pas. N'oublions pas qu'en relativité générale, la relativité restreinte n'est valable que localement, dans le voisinage d'un point, même le voisinage infinitésimal. Et donc, globalement, on ne peut pas toujours le faire. Ici, on ne peut pas. Et on ne peut pas faire de relation entre le temps intérieur et extérieur. C'est très difficile à imaginer. Comme je l'ai dit, très contre-intuitif.
c'est difficile à imaginer parce que, au quotidien, dans la vie courante, tout se passe comme si il existait un temps unique qui bat la mesure de toute chose. C'est seulement naturel que pendant des siècles, on a considéré que ça allait de soi. Newton a même écrit noir sur blanc. Et ce n'est qu'avec la relativité que ce concept de temps absolu est tombé. Et donc c'est très forcément difficile à imaginer. Mentalement, on se représente le trou noir, sa formation, comme si on voyait un film de cinéma, avec donc un début, une fin et un temps d'écoulement entre les deux, avec y compris l'effondrement de la matière et tout. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas. La nature n'a pas eu la gentillesse de se plier à nos capacités mentales qui sont limitées à notre quotidien et aux sensations que nous y vivons, comme la sensation du temps au quotidien. Nous avons vu que la vitesse de la lumière était un invariant. En fait, en physique, en relativité, on peut montrer que la vitesse de la lumière est une limite infranchissable. J'ai parlé de l'énergie des corps qui divergent quand leur vitesse s'approche de la vitesse de la lumière. Et que donc, les corps ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière. On peut même montrer que si on pouvait aller plus vite que la lumière à l'envi, comme on veut, on pourrait facilement aboutir à des paradoxes, à des contradictions. Donc, aller plus vite que la lumière est exclu. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et donc, il existe une vitesse maximale de propagation de toute chose. Donc, physiquement, d'un point de vue physique, les relations entre deux points distants ne peuvent se faire que de proche en proche. Et donc, on dit que la physique est locale. Tout se passe en un point en fonction de son voisinage dans l'espace et dans le temps. Et tous les liens physiques, y compris les notions de temps et d'espace, ne peuvent se faire que de proche en proche par des procédures physiques, transmission de signaux, etc. Et donc, en fait, pour un trou noir, c'est tellement extrême, tellement contre-intuitif, qu'il faut toujours se poser des questions. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux dire cela? Comment je le ferai en pratique? Et cela concerne tout. Les distances entre les points, la simultanéité, c'est-à-dire le fait que deux événements se produisent en même temps, etc. Tout. Et donc on doit pouvoir se demander comment le faire en pratique, comment le mesurer, avec quelle méthode, quel instrument, quel objet physique utiliser, quel phénomène physique utiliser. C'est une nécessité, c'est pas facile. L'intuition que nous avons, qui est une intuition issue de la vie au quotidien, l'intuition humaine ne peut pas être un guide. Elle est toujours trompeuse. Si on se fie à son intuition et qu'on parle de trou noir, on dit des bêtises. C'est garanti. Donc il faut être très prudent et ne jamais dire, ben oui, mais c'est évident. Non. Avec les trous noirs, rien n'est évident. Voilà pour cette introduction au trou noir. Alors, puisque c'est si difficile à se représenter, on a peut-être besoin d'un outil pour se les représenter. Un outil qui nous permette de comprendre, de voir ce qui se passe. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous parlerons de la géométrie de l'espace-temps, au niveau du trou noir, et d'une représentation très pratique qui permet de discuter des trous noirs. Je vous remercie.